Bonjour à tous et merci beaucoup encore d'être présents à notre chaîne. Nous allons vous parler de la réussite ou de l'échec du dialogue. Déjà, à partir du Gabon, le président de la République a fait une grande déclaration. Il a dit que bientôt, il va convoquer les dialogues, mais seulement, ça sera différent des autres dialogues qui se sont passés par le passé. Et puis, ce dialogue va respecter la souveraineté de la RDC. Et ça, c'est le problème que le président a dit. Donc, bientôt, il va convoquer les dialogues. De l'autre côté, le C64 a prévu de faire la première marche le 15 septembre. Dès la rentrée parlementaire, ils vont faire la première marche pour mettre une grande pression. Olivier Kamtatou l'a déjà annoncé, et eux-mêmes ont déjà annoncé. Pendant ce temps, Fayoulou se trouve à Paris. Est-il devenu exilé politique? On ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait partir Fayoulou du pays? On ne sait pas. A-t-il abandonné la vie politique comme Vital Kamerhe? On ne sait pas. En tout cas, on ne sait pas ce qui se passe avec Fayoulou. Mon problème, la question que nous devons nous poser, le dialogue va-t-il vraiment réussir? Est-ce que nous pouvons espérer quelque chose de ces dialogues? Personnellement, je ne m'attends à rien de ces dialogues. Il faut dire la vérité. Je ne m'attends à rien et à rien du tout de ces dialogues en dehors d'un passe-temps. Vous allez me dire, mais pourquoi je peux dire ça? Donc je n'aime pas la réconciliation. Non. La difficulté du dialogue, c'est lequel? Ce dialogue que vous voyez a 5 problèmes. Le premier problème, c'est la définition des termes qui vont consacrer les dialogues. Premièrement, le président Félix Tshisekedi, pour lui, dialoguer, c'est étudier les moyens pour faire partir Kagame du pays. Les prêtres, dialoguer, c'est faire intervenir Kabila sur la scène politique. Ça, c'est les prêtres. L'église de réveil, dialoguer, c'est soutenir à ce qu'il y ait changement de la constitution. Les politiciens congolais, dialoguer, c'est-à-dire trouver un poste ministériel. Sinon, si on n'a pas de poste ministériel, le président Félix Tshisekedi ne va plus se représenter comme candidat à des 3e mandats. Si on a des postes ministériels, on verra si on peut avoir pitié de lui pour qu'il se représente comme candidat au 3e mandat. Sinon, si nous, on n'a pas de poste, le président Félix Tshisekedi non plus ne va plus se présenter. Soit vous nous donnez des postes dans le gouvernement, ou soit, voilà. De l'autre côté, le camp de Kabila, ils disent non. Tant que Kabila n'est pas revenu sur la scène politique, le dialogue là ne veut rien dire. Maintenant, la question est la suivante. Supposons qu'il y a dialogue. Quel est le mécanisme qui va réussir dans ce dialogue, tel que vous le voyez? Quel est le mécanisme qui va réussir à faire partir Paul Kagame de la RDC? Parce que les politiciens ont déclaré, alors que les États-Unis ont déclaré, ils lui ont donné même l'ultimatum jusqu'au 15 juillet. Kagame n'a pas obtempéré. Maintenant, qui, dans ce dialogue, va donner l'ordre de Kagame parce qu'il a négocié avec le peuple, alors que le Kagame s'est décidé de partir. Ce qui fait que, après le dialogue, Félix n'aura pas le gain de cause. Pourquoi? Parce que Kagame ne quittera pas à cause du dialogue. Et même la déclaration des politiciens n'a pas la force pour faire partir Kagame du dialogue. Ce qui fait que Félix déjà est perdant dans ce dialogue parce que ça ne va aboutir à rien. Kagame ne quittera pas le pays que par la force. Et par la force américaine et les sanctions qu'on est en train d'imposer. Mais pas par le dialogue congolais. Donc tu sais qu'il n'aura pas son gain de cause. Deuxièmement, les C64 disent que Félix Tshisekedi doit respecter les mandats. Il doit rester... Il ne doit pas proclamer la loi référendaire. Bon, d'accord. Supposons que Félix respecte le mandat, il accepte et dit non, je prends l'engagement de ne plus proclamer la loi référendaire, je ne vais plus faire ça. C'est-à-dire, nous les opposants, nous n'allons plus faire la marche, n'est-ce pas? C'est-à-dire, les opposants ne feront plus la marche. Maintenant, si Félix Tshisekedi dit que oui, d'accord, j'accepte, je fais asseoir la loi référendaire. C'est ça votre demande, non? Moi, je fais asseoir la loi référendaire. Je ne le fais pas. Comme ça, et après, qu'est-ce que les opposants vont faire? Ils vont demander quoi encore? Non, dites-moi ce qu'ils vont demander. Vous allez demander quoi? Si Félix dit que bon, j'accepte,
de faire la loi référendaire, de faire taire la loi référendaire, j'accepte de ne plus me représenter comme candidat président en 2028. Quelle sera encore votre demande? Le dialogue est fini. Bon, si Félix dit que non, voilà, moi personnellement, je n'accepte pas de faire revenir Kabila et Nanga dans le dialogue. Quelle sera une autre revendication des prêtres? Et pendant ce temps, Kagame va-t-il quitter le pays à cause de ce dialogue? Et vous, tel que vous voyez, qu'est-ce qu'il peut donner dans ce dialogue? Tel que vous analysez, je vous donne juste des éléments. Parce que les gens de C64, quand ils sont en train de demander au président de ne pas changer la constitution, en réalité, en demandant le dialogue, ils demandent au président de changer la constitution. Pourquoi? Parce qu'au finish, à travers les dialogues, ils veulent que les opposants puissent entrer dans les institutions du pays. Or, le pays n'est pas en crise. Le président ne glisse pas, il est dans son mandat. Il n'y a pas de crise politique pour le moment. Le pays est en crise militaire, crise sécuritaire. Il n'y a pas de crise politique. Mais pourquoi Félix peut prendre Kabila, si Kabila avait fait il avait fait les dialogues, c'était parce qu'il avait glissé. Vous voyez, il n'avait pas prévu les élections en fin 2000 juin. Il n'y avait aucun programme des élections. Mais jusque-là, le président Félix Tshisekedi n'a encore rien dit. Peut-être on peut organiser les élections en dernière minute. On ne sait pas. Et supposons que Félix dit que je ne me représente pas. Je mets Thérèse Kayikwamba comme mon dauphin. Ou bien je mets Jean-Pierre Bemba comme mon dauphin. Qu'est-ce que vous allez faire? Non, dites-moi qu'est-ce que vous allez faire. Ça sera, votre revendication est tombée, c'est fini. Vous n'avez pas une autre revendication. Bien alors, pourquoi vous êtes en train de vous battre pour le dialogue, comme si le dialogue peut amener une solution? Vous dites que la Constitution ne doit pas changer. Au sein de ce dialogue-là, on ne parlera même pas de la Constitution. C'est normal. Si la Constitution aussi ne change pas, le dialogue n'a pas le pouvoir de faire asseoir la décision des députés qui sont élus par le peuple. C'est-à-dire, un dialogue commence à décider à la place des députés. C'est-à-dire, ce n'est plus le peuple qui décide, c'est les politiciens qui décident. À ce moment-là, vous avez déjà brisé la Constitution. Si les députés, les opposants, ils quittent l'opposition pour entrer dans le gouvernement, la Constitution vient de tomber. À ce moment-là, à quoi sert cette Constitution que vous défendez? Parce que vous demandez des choses qui sont contre la Constitution. Dans notre Constitution, aucun opposant ne doit venir entrer dans le gouvernement s'il n'est pas passé par la majorité. C'est la majorité qui donne le gouvernement. Ce n'est pas l'opposition, ni même l'opposition en dehors du Parlement. Bien alors, vous demandez une chose et son contraire. Ne changez pas la Constitution, mais en même temps, à cause de nous, pour que nous entrions dans le gouvernement, annuler les référendums. Les référendums, c'est les parlementaires qui ont décidé. Si vous dites que le président Félix Tshisekedi annule les référendums, ce n'est pas lui qui l'a voté. Vous demandez aux 500 députés élus par le peuple de se taire et de ne rien faire. Finalement, vous avez quelle qualité pour faire taire les élus du peuple? C'est que la Constitution, c'est maintenant l'opposition. Ce n'est plus la Constitution du pays. Et là, vous avez changé la Constitution. Si vous dites que nous prenons la décision qu'on puisse faire asseoir la loi référendaire, une loi votée par plus de 350 députés qui représentent le peuple. Ces députés-là représentent la parole du peuple. Mais si l'opposition ne reconnaît même pas que les députés représentent la parole du peuple, comment cette opposition peut se battre encore pour défendre cette constitution qu'ils sont en train de saboter? Et si on doit faire les dialogues, parce que vous n'avez pas, vraiment, vous n'allez pas reconnaître, nous n'avons pas besoin de postes. Mais alors, à quoi aura abouti les dialogues? Tout simplement pour dire à Félix Tshisekedi, ne mets pas la loi référendaire. Ce n'est pas Félix qui l'a voté après tout. Ce sont les députés. Allez voir les députés, dites-leur, nous ne voulons pas de la loi référendaire, parce que ce sont eux qui représentent le peuple, d'après la Constitution. Et finalement, quel est l'objectif alors de ce dialogue? Pourquoi on se bat au dialogue? Peut-être c'est parce que, bon, il y a une pression internationale pour dire que non, mettez les dialogues. Mais sinon, si tout le monde se bat pour que Kabila, si les dialogues, moi personnellement, ce que je peux conseiller au président Félix Tshisekedi, au lieu de faire tous ces débats-là, les dialogues, tout ce que les gens sont en train de chercher, c'est peut-être la rencontre entre toi et Kabila. Alors pourquoi ne pas seulement faire directement la rencontre entre... Au lieu de faire passer le temps pour rien, les gens vont venir per diem, commencent à manger l'argent, et celui-ci demande, il faut qu'on nous paye pour le dialogue, et ça sera toujours comme ça. Au finish, il n'y aura rien, il n'y aura aucun résultat. Parce que Kagame ne quittera pas le pays. Et même si aujourd'hui on dit que non, que Kabila vienne, et Kabila a le pouvoir de dire à Kagame de partir, là où Trump a dit que Kagame ne part pas, Kabila aura le pouvoir de dire à Kagame arrête la guerre. Donc dans tout ça là, dans les dialogues, c'est Félix qui sera perdant, parce qu'il va hypothéquer son mandat alors qu'il a raison.
quel est l'avenir politique de Joseph Kabila? Et quel est l'avenir de tous ceux qui sont derrière Joseph Kabila? Je vais vous parler d'un avenir probable de Joseph Kabila et de ceux qui sont derrière lui. Commençons d'abord par une hypothèse. Supposons que Kabila réussit à renverser Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui va se passer? Supposons que Kabila ne réussit pas à renverser Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui va lui arriver? Nous allons analyser par les deux choses. Parce qu'après tout, vous ne pouvez pas rester là. Vous ne pouvez pas empêcher la tête de quelqu'un de réfléchir quand même. Après tout, nous ne sommes pas des animaux. Les animaux ont été créés avec l'instinct, mais ils n'ont pas les raisonnements comme nous. Nous, Dieu nous a donné les raisonnements. Nous devons réfléchir quand même sur les choses. Parce qu'il y a beaucoup de kabylistes qui ne projettent pas. Non, qui ne projettent pas, ils ne voient rien. Les autres se disent, non, coûte que coûte, Kabila va revenir. 50%, 50%. Il peut ou ne pas, n'est-ce pas? On ne peut pas aujourd'hui décider sur l'avenir de quelqu'un comme si on était à la place de Dieu. Qui sait le plan de Dieu pour le pays? On ne sait pas. Nous tous nous tâtonnons sur la vie et sur l'avenir. Mais on peut avoir des éléments d'analyse. La première chose, qu'est-ce qui soutient Joseph Kabila à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui devrait les soutenir? Joseph Kabila devrait être porté par le peuple. Il devrait être réclamé par le peuple. N'est-ce pas? C'était la première chose. Il devrait être réclamé par le peuple. Vous voyez, par exemple, quand il y a des manifestations comme ça, hein, les gens, le peuple pouvait s'élever et dire non, nous voulons le retour de Joseph Kabila. Qu'il revienne. S'il y aura dialogue, il n'y aura pas de dialogue sans Joseph Kabila. Par exemple, il pouvait avoir ces secours-là, ces soutiens-là. C'est quelque chose de très important. Tout comme il pouvait avoir le soutien des opposants politiques. Nous ne ferons jamais les dialogues sans Joseph Kabila. C'est un soutien fort qu'il pouvait avoir des politiciens. Mais jusque-là, nous n'avons pas senti un soutien fort du côté du peuple, ni un soutien fort du côté des politiciens, ni même un soutien fort du côté des prêtres. L'impression que nous avons, c'est que chacun combat pour son intérêt. Ça diminue les chances de Joseph Kabila. C'est la première chose, ça diminue ses chances. La deuxième chose qui porte Joseph Kabila sur l'échiquier congolais, ce sont les armes qu'il porte, notamment avec Kagame et tout le reste. Et supposons aujourd'hui que Kabila était lâché par Kagame, ou bien que la guerre s'est terminée. Kabila aura-t-il un autre front pour lequel il peut faire face à Félix Tshisekedi? Donc, aujourd'hui, si la guerre de l'Est se termine, et que Kabila et l'AFC M23 n'arrivent pas à avoir le gain de cause, c'est les souhaits d'abord de tous ceux qui sont au pouvoir actuel, ils ne veulent pas que ces gens puissent avoir un gain de cause dans cette guerre. Ils ne veulent pas. Ils ne calculent même pas pourquoi, parce qu'ils ont déjà tué, ils ont déjà fait du mal, ils n'ont plus droit à avoir quoi que ce soit de ces pays. C'est ça les grands problèmes de ceux qui sont au pouvoir. Il n'y a plus question que celui qui a tué, celui qui a fait, celui qui est dans des crimes, puisse se retrouver. Et maintenant, la question reste à savoir, et si aujourd'hui, Kabila n'avait plus les armes, on a levé à Kabila la force des armes de Nanga et de Kagame, que peut devenir Joseph Kabila? Ça sera difficile, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est la première situation. Supposons que Kabila a échoué. Ça sera difficile pour lui. Il va se retrouver, il sera fugitif, en train de fuir, en train de partir, n'est-ce pas? Mais tout comme il y a une autre possibilité, supposons qu'il réussit à renverser Tshisekedi. Oh non, nous avons réussi notre coup, Tshisekedi Kabila revient au pouvoir. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de se tromper, ils pensent que non, voilà, nous avons lutté avec Kabila, Kabila sera reconnaissant à notre égard. Oui, Kabila sera reconnaissant pour plusieurs personnes. Il va leur donner des postes dans un premier temps, mais il va finir tous par les éliminer. Pas seulement physiquement, mais les faire disparaître de la scène politique. Je vous donne un exemple. Vous voyez, des gens, des personnalités comme Kabila, ce sont des gens qui n'aiment pas les gens qui ont double face. Quand vous voyez Kabila, c'est quelqu'un qui n'aime pas les gens qui ont double face. Mais quand vous voyez, vous avez une double face, et Kabila vient vous côtoyer, c'est qu'il est en train de chercher à ce que vous puissiez l'aider à gagner un intérêt, et il vous paye pour ça.
Et quand vous allez l'aider à gagner son intérêt, il va vous faire disparaître dans la scène politique. Ou alors possible de vous faire disparaître physiquement. C'est par exemple le cas de Pero Luara. Il est aujourd'hui en train de fêter tout ça. Ah ouais, le jour où Kabila va prendre le pouvoir. Oui, il sera peut-être récompensé pour une année. Et après une année, il va disparaître de la scène politique. Et ça sera fini pour lui. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, les gens oublient toutes les insultes qu'ils ont proférées contre Joseph Kabila. Par exemple, Pero Luara qui disait que voilà, quelqu'un qui est venu avec des bottes et tout ça, avec des matelas sur la tête, il devient un milliardaire. Pour lui, il pense que cette histoire est déjà terminée dans la tête de Kabila. Non. Beaucoup de gens ne connaissent pas Kabila comme ils le pensent. Kabila, c'est un monsieur qui s'était, mais qui n'oublie pas. Vous voyez, quand il y a eu des problèmes avec Moïse Katumbi, Kabila l'a traité de Judas. Kabila l'avait dit du fond de son cœur que Moïse était Judas. Et cette histoire ne se terminera jamais, loin de ça. Même si aujourd'hui vous voyez Moïse Katumbi et Kabila, c'est juste pour atteindre un but. Et quand Kabila va atteindre le but, il va vous mettre tous. Il va vous faire disparaître. Mais il y a des fidèles, comme des gens comme des Raymond Chibanda, de Shadari, des Minaku, et tout ça. Ces gens qui lui ont été fidèles, ce sont ces gens-là qui peuvent peut-être espérer travailler encore avec Joseph Kabila. Mais tous ces gens qui font du bruit ici pour lui, vous l'avez trahi, et puis ça sera difficile. Voilà, je vous ai donné les deux possibilités. Si Kabila réussissait à renverser, et si Kabila réussissait. Alors, la dernière conclusion à une analyse qu'on va faire. Kabila va-t-il vraiment réussir? A-t-il des chances de renverser Félix Tshisekedi? On n'est pas Dieu pour le savoir. On n'est pas Dieu pour le savoir. Parce que la fin de toute chose, c'est Dieu qui connaît. N'est-ce pas? Mais là, il y a un problème. Nous pouvons voir les éléments. Quels sont les éléments que nous avons en place? Les éléments probants que Kabila avait pour faire tomber Félix Tshisekedi. Il a presque tout épuisé. Je ne sais pas s'il aura encore d'autres éléments. Le premier élément, c'était la ceinture, les éléments politiques, la majorité au niveau du Parlement. Ça n'avait pas réussi. Le deuxième, c'était une ceinture rapprochée de Félix Tshisekedi. Peut-être de certaines personnes qui étaient recommandées par FCC-Cash, qui étaient autour du président, pouvaient faire l'affaire. Soit l'empoisonnement, soit le coup d'État directement. Ça aussi, ça n'a pas réussi. Le troisième plan, c'était avec Chiwewe et les généraux qui pouvaient faire quelque chose et puis l'éliminer physiquement. Ça aussi, ça n'a pas réussi. Le troisième plan, c'était avec Corneille Nangaa et l'AFC M23. Pendant que Kagame combattait pour les intérêts, Kabila aussi est venu mettre ses intérêts pour qu'on mélange les forces. Jusque-là, ils tiennent encore entre Goma et Bukavu. Nous ne savons pas jusqu'où ils vont tenir avec cette guerre. Mais déjà, quand nous avons vu les hélicoptères de la MONUSCO qui travaillent pour la neutralisation de FDLR, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, les raisons pour lesquelles Kagame se battait pour la guerre seront finies d'un moment à l'autre. Et Kagame sera tôt ou tard, qu'il le veuille ou non, de retirer ses soldats de la RDC. Que deviendra Nangaa et l'AFC et tout ça? Moi, je pense que tous les autres, Nangaa et les autres, ont déjà été avertis. Ils savent ce qui les attend. Ça fait plus de 20 jours que Kagame n'est plus au pays pour le moment. Vous allez me poser la question, mais pourquoi Kagame n'est plus au pays pour le moment? Bon, il y a plusieurs raisons. Hein? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Kagame peut ne pas être dans le pays. Notamment, c'est pour fuir les sanctions américaines. Il ne veut pas de la réconciliation, il ne veut pas faire se retourner ses soldats au Rwanda. Il peut fuir pour dire que non, que cette histoire, qu'on considère seulement que je suis malade, il fuit. Parce qu'il ne veut pas. Si, tout ça, il fuit. La deuxième raison, ça peut être qu'il a appris quelque chose de la part des Américains, qui ne doit pas être au pays pendant ce dernier temps, parce qu'on peut l'avoir, parce qu'on veut juste, si les Américains peuvent le tuer aujourd'hui, ou l'arrêter, ça fera quelque chose qui, après, ça ne puisse pas faire tuer les autres personnes. C'est ça le plan des Américains, qu'il n'y ait pas assez de morts quand on va prendre Kagame. Vous voyez, peut-être qu'il a déjà été informé et qu'il est parti. La troisième raison, il peut être aussi malade, sérieusement malade, peut-être que ça ne tient plus. Ou alors, la dernière raison, c'est peut-être un peu comme Mobutu. Ses proches lui ont dit de quitter les pays, de s'en aller. Sinon, de faire périr les pays. On ne sait pas dans toutes ces raisons, mais l'essentiel aujourd'hui est que je vous ai donné une petite analyse pour savoir quelle sera la suite de Joseph Kabila. Vous avez aussi votre argument, vous pouvez avancer.